Aujourd'hui, il sera question de science, de recherche scientifique pour être précis et comment réussir la rédaction d'un travail scientifique. Pour y répondre, un expert sur ce plateau, le professeur Ignace Ngoyi Moukania. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour et bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre entretien sur Mikuba Télévision. Je le disais, le professeur Ignace Moukania qui est là sur ce plateau, vous êtes recteur de l'université du CEPROMA d'Akolosi, vous êtes professeur des universités, expert en finances publiques et aujourd'hui vous êtes notre expert sur ce plateau en recherche et rédaction d'un travail scientifique puisque justement vous êtes l'auteur de cet ouvrage, donc Initiation à la recherche et rédaction d'un travail scientifique. Et donc nous avons bien voulu vous approcher en tant qu'expert donc et avec notre intitulé Comment réussir la rédaction d'un travail scientifique. Professeur, est-ce que premièrement, vous pouvez tout d'abord nous dire c'est quoi un travail scientifique? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier sincèrement pour la disponibilité que vous avez pour pouvoir accorder l'importance aux étudiants à qui nous nous adressons par rapport à la rédaction de travaux scientifiques. Aujourd'hui, il ne sera pas question de management dit de finances publiques, mais nous allons parler de tous ces domaines-là qu'il faut les coucher, les mettre par écrit pour que vous puissiez être lus. On peut bien parler et les paroles s'envolent, mais les écrits restent, dit-on. Verba volant scripta manent. Alors c'est pourquoi nous avons eu le souci de ne pas emprisonner les connaissances que nous avons acquises par rapport à la rédaction d'un travail scientifique. Il est scientifique parce qu'il a des normes, il a des règles à suivre, il y a des principes. On n'écrit pas un travail scientifique comme on écrit une lettre de demande d'emploi ou n'importe quelle autre lettre. Il y a des normes. Disons, à partir de l'introduction, du développement et de la conclusion, nous avons des normes que nous devons bien respecter. C'est pourquoi, monsieur Teddy, vous apprendrez qu'il y a un étudiant. À la fin d'un cycle, il a rédigé un travail et que ce travail a été rejeté, non pas parce que l'étudiant n'a pas bien formulé son sujet, non pas parce que l'étudiant n'a pas compris son sujet, mais tout simplement il n'a pas respecté les formes. C'est pourquoi, pour un travail scientifique, il y a l'aspect fond et l'aspect forme, qu'il faut beaucoup plus soigner pour que vous ne puissiez pas donner les supplices de travail à vos directeurs ainsi que co-directeurs. Et justement, est-ce qu'on peut connaître l'objectif ou encore le but d'un travail scientifique? Le but d'un travail scientifique, d'abord, il faut dire que pour avoir un travail scientifique, il faut faire un choix de sujet. Lorsque vous avez fait un choix de sujet, c'est qu'il y a un problème à résoudre. On ne peut pas choisir un sujet s'il n'y a pas de problème dans votre environnement immédiat ou même dans un environnement lointain. Vous pouvez voir quelque chose, vous percevez quelque chose qu'il faille résoudre, auquel il faut donner des solutions, sur lequel la population se pose des questions. Voilà un chercheur scientifique. Aujourd'hui, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire mettent l'accent sur la recherche. Avant, on n'avait pas de secrétaire général chargé de la recherche. Aujourd'hui, il y en a dans les comités de gestion. C'est-à-dire, à part le recteur ou le directeur général, il y a un secrétaire général académique et aussi un secrétaire général chargé de la recherche. Et cela ne peut pas s'expliquer avec satisfaction sans tenir compte de l'accent qu'on veut mettre sur la recherche. On veut promouvoir la recherche, que l'étudiant ne puisse pas se donner à n'importe quoi. Et il y en a, nous apprenons qu'il faut même le plagiat. Pour ceux qui ne connaissent pas le plagiat, c'est-à-dire aller prendre le travail déjà fait par quelqu'un d'autre, un autre auteur, un autre étudiant, et vous prenez ce travail, vous vous appropriez sans citer la personne. Ça, ce n'est pas correct. C'est une infraction dans les domaines scientifiques. C'est pourquoi, à notre humble avis, notre humble personne, votre serviteur ici présent a voulu vous montrer par quoi il est passé et comment les autres peuvent aussi avoir la facilité de passer. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut rendre des difficultés aux étudiants parce que nous en avons connu. Non, nous avons justement connu des difficultés pour que nous puissions rendre facile la vie aux autres. Mais malheureusement, il y a de ces professeurs
qui sont habitués à dire aux étudiants, non, ce n'est pas facile, tu ne sauras pas, c'est compliqué, tu veux jouer, tu vas échouer. Non, à mon humble avis, je n'aime pas de telles expressions. Voilà, vous avez justement parlé tout à l'heure du choix d'un sujet, vous avez également parlé des problèmes dans l'environnement où nous vivons, mais comment s'y prendre effectivement pour la rédaction d'un travail? Est-ce qu'il y a des normes pour réussir la rédaction d'un travail scientifique? Effectivement. Le choix d'un sujet, c'est lui-même l'auteur. Dans l'ancien système GLD, c'est-à-dire graduat, licence, doctorat, vous arrivez à terminer le premier cycle aux études universitaires. Le graduat, vous devez produire ce qu'on appelle le travail de fin de cycle. C'est ce que vont faire les étudiants de cette année. Mais ceux de l'année prochaine, ils vont directement passer au mémoire de licence, parce qu'eux commencent par licence 1, licence 2, licence 3. Lorsque vous faites maintenant le deuxième cycle, pour ceux qui sont en bac 2 actuellement, ils vont produire maintenant un master, le mémoire de master. Ce sont des masterants. Mais dans l'ancien système, ils vont cette fois-là produire le mémoire de licence. Et après ça, il y a un autre cycle. Quand on est dans le troisième cycle, il y a la première partie. Le troisième cycle a deux parties. La première partie, c'est le DA, et la deuxième partie, c'est le doctorat. Le DA avait 2 ans pour rédiger son mémoire de diplôme d'études approfondies. C'est ça le DA, ou bien diplôme d'études supérieures. Quand vous terminez ça, vous entamez maintenant les doctorats. Alors, les normes qu'il faut suivre, d'abord dans la formulation, vous présentez le choix du sujet. Pourquoi vous l'avez choisi? Vous donnez le choix et intérêt du sujet. Il y a 8 étapes par lesquelles on doit passer à partir déjà de l'introduction. 8 étapes. Nous avons choix et intérêt du sujet parce que c'est de ça que vous parlez. Vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet. Vous ne pouvez pas sortir du néant. Vous donnez les raisons qui vous ont poussé. Je peux prendre l'exemple de transport et communication aujourd'hui. C'est un domaine qui pose beaucoup de problèmes. Est-ce que notre transport est bien organisé? Que ce soit dans le domaine de l'aviation, que ce soit dans le domaine du transport terrestre, transport maritime, ainsi de suite. Est-ce que c'est bien organisé? Alors, ça, c'est déjà un problème. Si nous répondons non, ce n'est pas bien organisé, la première question qu'on s'est posée, c'était une question de la problématique. Mais il y a aussi une question de la recherche qui va nous orienter. Comment est-ce que nous pouvons, cette fois-là, nous poser des questions par rapport à la question spécifique de la recherche. Alors, il y en a qui parlent de choix et intérêt du sujet. Vous donnez le choix et puis vous donnez l'intérêt. Est-ce que ce sujet va intéresser combien de personnes et quelle catégorie de personnes? S'il ne va intéresser personne, à quoi bon traiter ces sujets-là? Donc, il y a aussi ce qu'on appelle état de la question. Les autres appellent ça revue de la littérature. Il faut montrer que vous avez suffisamment lu et qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont traité ce sujet de la manière dont vous le traitez pour ne pas tomber dans le plagiat. Et être plagiaire sur le plan scientifique, ce n'est pas beau. Ce n'est pas souhaitable. On va tout réduire au néant et vous recommencez pour partir de zéro, ce qui n'est pas bon. Donc l'état de la question, c'est une sorte d'un exercice à pouvoir montrer aux autres que vous avez lu suffisamment les auteurs qui vous ont précédé. Aujourd'hui, si nous sommes professeurs, nous sommes passés par certaines personnes qui nous ont façonnés. Nous n'avons pas eu ça de nous-mêmes. Alors cet état de la question va permettre, c'est même ça l'humilité scientifique, pour montrer que ce que je vous donne aujourd'hui, je ne l'ai pas eu, je ne suis pas né avec ça. Je l'ai eu de certains professeurs qui m'ont enseigné. J'ai fait mes recherches, je suis allé quelque part, voilà ce que j'ai trouvé, et j'ai rendu ça à ma manière pour que la population puisse comprendre, pour que l'auditoire devant lequel vous allez défendre votre travail, parce que ça va se faire comme défense publique, devant un jury d'éminents professeurs qui vont vous suivre. Voilà ce qu'on appelle choix intérêt du sujet, état de la question. Il y a la problématique dont je viens de parler. La problématique, si je peux d'abord citer ces différents éléments, vous allez voir ça dans ces recueils, ce livre que j'ai écrit, qui est paru aux éditions pauliniennes de Saint-Paul à Kinshasa.
Quand on m'a envoyé ça, les gens peuvent le lire et le trouver par exemple à la librairie Saint-Paul, au Scholastica Saint-Jean 23, ils vont trouver ça à l'université du CEPROMA Diana. Donc nous devons laisser des vestiges. Voilà notre souci majeur, pour que les étudiants nous lisent et comprennent. Là où ils ont des difficultés, ils peuvent facilement chercher et trouver. Nous avons les hypothèses. Les hypothèses, ce sont des réponses provisoires. C'est-à-dire ce que vous donnez comme préalable avant d'arriver sur terrain. Parce que vous pouvez vous faire des illusions. Ce que vous pensez, ce n'est pas ce qui est réel. Vous posez des questions sur quelque chose, sur un problème qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on parle des 3 QOCP. Les 3 QOCP, c'est qui, quoi, quand. Les O, c'est où, comment et pourquoi. C'est pour 3 QOCP. L'étudiant doit faire cet exercice. C'est poser ce genre de questions-là pour qu'il y réponde lui-même. Et quand il y répond, avant d'arriver à faire la descente sur le terrain, ces réponses-là provisoires qu'il va donner, c'est ce qu'on appelle les hypothèses. Ces hypothèses pourront être infirmées ou confirmées quand il aura fini à être sur terrain. Donc, la liste elle est longue, vous allez voir ceux qui vont, compte tenu du temps qui nous est imparti, et ce n'est pas facile d'y aller. Donc nous avons aussi la méthodologie. La méthodologie, c'est à 2 niveaux. Il y a méthodes et techniques. Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Il y a plusieurs méthodes. La méthode comparative, la méthode dialectique. Et toutes ces méthodes-là, on les règle. Ainsi, vous entrez dans les techniques. Les techniques, c'est quoi? Ce sont les moyens qui ont été à votre disposition pour arriver à découvrir ce que vous allez donner, ce qu'on appelle les produits finis, ce que vous allez faire sortir pour que ça soit consommable à l'égard des étudiants ou bien de vos lecteurs. Alors professeur, il faut bien entendu le mentionner que vous êtes également professeur d'initiation à la recherche scientifique. D'après vous et d'après votre expérience, quel est le grand secret? Parce que vous venez de nous parler des normes, mais en tant que justement expert ou professeur d'université, oui, quel est le grand secret pour réussir la rédaction de son travail scientifique? Pour réussir la rédaction de son travail scientifique, il faut se préparer aux difficultés rencontrées. J'ai même évoqué les difficultés rencontrées, ça peut être de quel ordre? Il faut en avoir le temps. Le temps, dit-on, c'est de l'argent. Il faut avoir le temps. Mais les étudiants qui se pavanent à gauche, à droite, qui ne donnent pas du sérieux à ce qu'ils sont en train de faire comme études, ils ne peuvent que récolter ce qu'ils auront sémé. Et c'est ce que nous sommes en train de leur dire, qu'il faut vous mettre au travail, être sérieux, vous pencher sur le travail, vous concentrer sur le travail. Ça, ce sont des dispositions personnelles, une discipline personnelle pour arriver à réussir un travail scientifique. De deux, il faut aussi bien approfondir son sujet. Il faut le maîtriser. Il faut s'approprier son sujet. C'est dire que ces sujets que je suis en train de présenter, j'en ai eu moi-même le cœur net. Je me suis posé la question. En regardant dans les domaines des finances publiques, par exemple, nous disons, il existe les finances publiques provinciales qui sont gérées par la direction des recettes du Lualaba, ici chez nous. Ailleurs, on appelle ça autrement. Et puis, nous avons aussi les finances publiques gérées par 3 régies financières nationales. La Direction générale des douanes et assises, nous avons la Direction générale des impôts, nous avons la DGRAD, Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Alors, quand vous posez des questions à ce niveau, vous situez votre question dans les contextes les plus immédiats. Et vous y répondez. Quand vous serez sur le terrain, vous allez voir la réalité. Alors, appropriez-vous la question que vous vous êtes posée. Il y a beaucoup de domaines. Là, je viens de parler des domaines de finances. Il y a les domaines, par exemple, de l'économie. Est-ce que notre économie marche? Il y a les problèmes il y a les domaines que j'ai évoqués à la page 54. Vous allez voir différents domaines. Certains étudiants qui se disent « je n'ai pas trouvé les sujets. Est-ce qu'il y a moyen de me proposer un sujet ?» Ça veut dire qu'ils n'observent pas autour d'eux. Et pourtant, autour d'eux, il y a les problèmes liés à l'assainissement, il y a les problèmes liés à l'environnement, il y a les problèmes liés à l'économie, il y a les problèmes liés au marché public. Pourquoi pas aux médias et à l'information, hein? Mais pourquoi pas les problèmes liés au transport et communication que je venais d'évoquer? Il y a les problèmes de l'énergie, la SNEL et la Régie des eaux. Ils ont des problèmes.
Pourquoi pas? Donc les domaines sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas les épuiser. Mais comment trouver quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas eu de sujet » c'est un peu surprenant. C'est-à-dire que cet étudiant-là ne fait pas normalement son travail. Et là, nous avons voulu, vous allez voir, nous avons évoqué plus de 12 ouvrages que nous avons lus, des grands professeurs, des grands auteurs, et aussi quelques trois cours de Kalaba Mutabusha d'heureuse mémoire qui nous a déjà quittés. Il y a Nizurugero et Rugagi qui donnaient le même cours d'initiation au travail scientifique à l'université de Lubumbashi. Nous avons aussi évoqué Kilui Lantambo qui est actuellement le recteur de l'université de Mbujimaï. Alors, par rapport à tout ça, nous avons réduit, parce que les étudiants ont la peur de voir les volumes effrayants des livres, des gros livres, avec plusieurs pages. C'est pourquoi nous avons essayé de synthétiser. Et c'est ça notre rôle en tant que professeur. Nous devons rendre facile ce que les étudiants trouvent difficile, pour qu'ils puissent lire ça en un français potable, compréhensible. Et c'est ça l'amour qui se transmet de père en fils. Et professeur, puisque tout à l'heure vous avez évoqué différents domaines et différents problèmes qui entourent la société congolaise pour rester en RDC, oui. Sous d'autres cieux, nous voyons la science au service de l'État. Sous d'autres cieux, nous voyons des scientifiques tels que vous qui écrivez des auteurs, des ouvrages que l'on met en pratique et ça fait avancer les choses. Oui. Mais en RDC, ça ne semble pas aller. On a des professeurs, nous avons des savants qui couchent leur savoir dans des livres, mais pourtant les choses n'évoluent pas. En quelques, on va dire 30-40 secondes, d'après vous, c'est quoi le problème? C'est le pragmatisme. Il faut savoir conjuguer les verbes d'action. Nous-mêmes qui avons écrit quelque chose, pourquoi nous ne pouvons pas les mettre en pratique? Je vous donne une anecdote qui est peut-être connue par beaucoup de gens. J'en parle souvent à mes étudiants. 2 ou 3 professeurs montent dans un avion. Et l'hôtesse de l'air annonce tout de suite que non, en tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir à bord de notre avion, notre appareil. Et cet avion, il a été conçu par vos étudiants que vous avez formés. Et il va voler pour la toute première fois. Mais vous savez ce qui a été comme réaction des professeurs. Ils sont tous descendus. Pourquoi ils sont descendus? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en leurs étudiants, alors que ce sont eux qui sont en train de les former. Je dois être fier. Pour que je puisse me rendre compte que vraiment j'ai donné à l'humanité, j'ai remis à l'humanité ce qu'elle m'a donné, il faut que je sois fier de mes étudiants, que je puisse les pousser à aller de l'avant, que je puisse leur dire que vous êtes capables de faire quelque chose. Même quand je lui pose la question, est-ce que c'est difficile, qu'il soit capable de me répondre que je vais m'en sortir. Alors c'est à moi de lui donner le goût d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on doit être pragmatique. Mais si on doit douter d'abord de l'étudiant que nous avons nous-mêmes formé, c'est que cela ne sert à rien. Puisque nous sommes presque au bout, déjà à quelques secondes de la fin de cette émission, en 10-15 secondes, professeur, comment résoudre tous ces problèmes? En quelques secondes. Oui, nous devons repenser notre système de l'enseignement supérieur universitaire. Nous aimerions que notre diplôme obtenu en République démocratique du Congo puisse être accepté en Afrique du Sud, puisse être accepté en France, puisse être accepté en Belgique. Nous aimerions que notre passeport ne puisse pas avoir des problèmes à la frontière. Nous aimerions que nos étudiants puissent aller à l'extérieur, faire les stages et qu'ils soient bien cotés. Et là, ça dépend maintenant de ce que j'ai toujours appelé la théorie gare. C'est le gouvernement, l'administration publique et les redevables. C'est dans cette théorie, vous allez trouver qu'on ne fait pas quelque chose vaille que vaille, mais on le fait avec un objectif qui puisse résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Et que le gouvernement puisse mettre beaucoup d'importance, puisse avoir un œil regardant sur les étudiants, les encourager à aller de l'avant. Pourquoi pas les encourager matériellement, financièrement. Nous sommes en train de pouvoir donner, en tout cas jeter les fleurs à ceux qui sont en train de donner des bourses aux étudiants, aux élèves ayant fait beaucoup de points pour aller de l'avant. C'est une manière d'encourager les enfants. Merci beaucoup à vous, professeur Ignace Mukanya. Je le disais, vous êtes professeur des universités et recteur de l'université du CEPROMA d'ici à Kolwezi. Merci à vous d'être venu.
Merci beaucoup. Si vous pouvez montrer aussi le Effectivement, le je livre. le disais d'ailleurs d'entrée, vous êtes l'auteur de l'initiation à la recherche et la rédaction d'un travail scientifique, bien sûr, que nous avons décortiqué sur ce plateau. Oui. Merci également vous tous de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.